est un sujet qui m'a posé un peu plus de problèmes, parce que c'est à la fois le sujet que tout le monde connaît, et le sujet le moins facilement définissable. Pour me présenter en 2 mots, c'est simple. En 2010, j'ai écrit mon premier livre sur le steampunk, qui était, pour quelques mois, le premier livre au monde à parler de la question. C'était une petite fierté personnelle. Et vous pouvez voir que le problème qui s'était posé en 2010, c'était justement comment faire une couverture de livre steampunk quand cette esthétique-là n'est pas encore fixée pour le grand public. On tentait de poser des termes, mais là c'est le public qui dit. C'est comme si vous parlez musique avec quelqu'un, vous direz peut-être ça c'est du rock'n'roll, mais lui, si c'est un spécialiste, il pourra vous dire non, ça c'est pas exactement ça. Non, donc, mais il y a souvent les mots, ils prennent ça comme une signification. Mais c'est pas du tout alternatif. Si, c'est une uchronie déviante. Dans le premier Indiana Jones, il rencontre Dieu. Alors là, je pourrais discuter avec vous, mais en tant qu'élément d'hommage à la littérature populaire des années 50-60, si, c'est une affirmation contre-culturelle. C'est-à-dire que, voilà, oui. C'est assez profondément alternatif. Oui, contestataire. Un peu contestataire, pas juste une petite marque d'ironie par rapport à... Ah, mais oui, alors je comprends ce que vous voulez dire. Mais regardez, le steampunk va être punk dans la mesure où justement nous sommes à l'aube du 19e siècle, enfin à l'aube du 20e siècle. Nous sommes dans une époque où, d'un point de vue littéraire et artistique, notre modernité est en train de naître. Nous sommes également dans une époque où notre société est en train de naître. C'est-à-dire la société de l'information, la société du mouvement, la société de la pollution et du travail de masse. Quand aujourd'hui quelqu'un va écrire un livre steampunk qui se déroule à Londres, on parlait de la machine à différence tout à l'heure, où il va évoquer les insurrections ouvrières, décrire le travail des enfants, décrire l'exploitation de jeunes enfants qui sont en train dans des usines, dans la banlieue de Londres, en train de crever à cause du fog, enfin le smog plutôt. Là, je suis vraiment dans une démarche contestataire. Parce que le steampunk va servir de métaphore à une évocation de notre propre présent. C'est pas ça que moi j'appelle. Mais bon, il y a déjà eu des débats minimum. Monsieur pourrait peut-être lire, pour vraiment lui dire ce que c'est qu'un roman de steampunk, au milieu des années 80, vous lisez Neuromancien de William Gibson, et là c'est le prototype même du roman cyberpunk. Et donc c'était effectivement les avancées de l'ordinateur et de l'informatique, mais en tant que, justement, parce qu'on sait, il y a eu une émission sur Arte qui a parlé de ça, tous les gens qui ont fait avancer Internet, c'était des gens qui étaient un peu en dehors du système, en dehors de la contestation. La preuve, c'est qu'Internet, ça n'a pas de centre. C'est un peu dans ce sens-là que vous devez le comprendre aussi. Et si vous lisez le roman de William Gibson, vous allez voir que ce sont tous des gens un petit peu hors système qui ont fait avancer les choses. Et aussi, il y a cette idée héritée du punk, du mouvement punk, c'est le do-it-yourself. Donc rejeter la société de consommation et fabrique-le toi-même. Donc c'est reprendre, recycler, détourner, réutiliser, réhabiliter. Donc ça, c'est un héritage punk. Qui n'est pas simplement la coiffure à l'Iroquois telle que les portaient les romantiques dès la moitié du XIXe siècle. Donc là où le steampunk va être le plus punk, ça peut être dans sa musique et ça peut être également dans cette volonté de remettre l'individu au centre. Non pas d'une manière individualiste, mais en tant que de création et de potentiel créatif individuel. Si vous voulez, l'aberration absolue pour un amateur du costume steampunk, ce serait quelqu'un qui achèterait une tenue toute faite sur Amazon
et qu'il la porterait telle qu'elle. Parce que ça serait une aberration totale. Quelqu'un peut acheter sa tenue, ça c'est pas le problème, mais il faut qu'il la customise, il faut qu'il la travaille. Il faut y mettre quelque chose de lui-même. Donc, l'élément steampunk iconique, hein, ce sont les goggles. On n'a que le mot français, lunettes de protection. Tout le monde dit goggles, c'est plus simple. Qui sont le signe minimum, le signal de l'esthétique steampunk. Donc là, un bel exemple. Mais il faut quand même se rappeler que ces lunettes de protection avaient d'abord une fonction. Donc c'était, ici c'est un bel aviateur de 1918, mais c'était les lunettes que portaient les motards, que portaient les conducteurs de véhicules, qui au péril de leur vie se jetaient à 30 km/h sur les routes de France et d'ailleurs. Donc l'objet qui à l'origine avait un sens et une fonction pratique, qui n'était pas quelque chose fait pour être beau. Sauf qu'aujourd'hui, la lunette Goggle Steampunk devient un objet d'artisanat qui, à mon sens, n'a plus aucune fonction en tant qu'objet de protection, mais qui est là justement pour signifier tout un travail autour de la matière qui va être, alors ici on voit le cuivre, le bois et le cuir, qui sont là pour rappeler toute une dimension, comme nous le disions, hein, de fabrication de l'objet, de fabrication de la chose. Donc, l'objet qui était l'objet utilitaire, une fois qu'il a été réinventé, réimaginé, d'une certaine façon réhabilité, redevient quelque chose que l'on pourrait qualifier de beau. Même si on pourrait discuter de l'utilité des rouages qui sont collés sur le dessus, parce que aucun horloger n'aurait l'idée de mettre des rouages qui ne serviraient a priori à rien. Donc les exemples sont légion. Hein, on retrouve le rouage qui n'a d'autre fonction que de signifier la machine. Et ici, ce système de lentilles multiples, hein, hérité des travaux de précision et de l'horloger. Donc, les lunettes de protection qui sont un archétype. Elles nous signifient que nous sommes dans un univers autre, un univers étrange, l'univers steampunk. C'est un motif récurrent, donc au sens propre un lieu commun, mais le problème avec tous les lieux communs, c'est qu'au bout d'un moment, ils deviennent trop communs. Donc, est-ce qu'il y a toujours un sens à porter cela, si ce n'est pour signifier qu'il s'agit de steampunk. Donc, je porte des lunettes de protection sur mon chapeau de forme. Là, on pourrait chercher la logique. Est-ce que c'est pratique d'avoir ces lunettes? Parce que si je monte dans ma voiture et j'ai besoin de mes lunettes de protection, combien de temps est-ce que je vais mettre à les enlever avant de pouvoir les utiliser? Voilà, on n'est pas dans l'aspect pratique des choses, on est purement dans une esthétique, dans un signal d'étrangeté. Alors, là, pour tous ceux qui sont allés à Paris, vous reconnaissez la station Arrêt-Métier, qui est donc la station steampunk parisienne. Et j'aimerais qu'on prenne un peu de temps, là, pour revenir sur la tenue steampunk, brièvement, sans pouvoir tout dire, mais en commençant par un petit voyage temporel, c'est-à-dire la plus ancienne, enfin la plus médiatique mention du steampunk qui a eu lieu, c'était dans le New York Times, en 2008. Le premier article dans un média de masse qui nous parle de steampunk. Donc, qui s'intéresse à un groupe d'artistes new-yorkais et qui ont la curiosité de s'habiller comme cela. Quand je vous dis que le steampunk a évolué, ça c'est le steampunk de 2008. Allez montrer ça à quelqu'un aujourd'hui et dites-le, il ne vous croira pas. Le genre, voilà, se réinvente, se recrée constamment.
Donc là, c'était un trio d'artistes qui voulaient créer une communauté et un mouvement sur New York. Bon. J'ai fait des recherches, ils ont un peu disparu. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'ici, on a les germes de quelque chose qui est en train de naître. Parce que eux, dans leur démarche, ils ne font pas référence à la littérature. Ils ne font pas référence à une esthétique visuelle. En 2008, elle n'existait pas. Mais ils sont en train de créer quelque chose. Avec, en plus, dans les interviews d'époque, tout un discours, comme ce sont les Afro-Américains, par rapport à leur propre héritage lié à l'histoire de leur pays. Aujourd'hui, le steampunk, on va plutôt avoir des choses comme ça. Donc, à gauche, l'anglaise Cato, qui vend ses vêtements et qui est le modèle de ses vêtements. On se demande pourquoi. Et à droite, un musicien. Donc, une modèle créatrice de mode et un musicien, qui tous les deux ont cela en commun de revendiquer, d'assumer l'image steampunk. Alors on peut être d'accord ou pas, mais eux, c'est leur label. Et en tant que tel, ils communiquent à destination du grand public, pour toucher un public de plus en plus large, avec la volonté de, excusez-moi du terme, de gagner leur vie. Et on peut voir que chacun d'eux va proposer une vision du steampunk. Donc, là, pour le chanteur du groupe Abney Park, on voit qu'il est très dans un héritage gothique de la chose, tandis que Cato, elle, assume totalement le fait de porter ses dessous-dessus, hein, le corset qui devient visible, et ainsi de suite. Parce que là, on pourrait faire des remarques de mauvais goût en décrivant son costume, mais je préfère. C'est un côté manga aussi, quelque part. Avec un côté manga qui est assumé, on voit bien au niveau du maquillage, qui est là pour faire ressortir autant que possible ses yeux. Elle joue à fond une image de poupée Barbie, mais tant mieux pour elle. Plus intéressant, des variantes. Donc là, ce sont des photos commerciales. Cette photo-ci fait partie d'une série qui a été vendue à plusieurs éditeurs à travers le monde pour des couvertures de romans, par exemple. Et donc, on a deux tendances totalement différentes. Alors là, celle-là m'a intéressé tout d'abord, parce que vous voyez, on retrouve les lunettes de protection, mais il y a des espèces de dents dessus, vous voyez. On se dit, comment est-ce que ça peut la protéger si elle a des... Enfin bon. Mais ce qui m'intéresse dans cette photo, c'est de voir que nous sommes presque plus dans un imaginaire victorien. Ici, nous sommes vraiment contaminés dans une science-fiction qui est presque Mad Max. On est presque dans le post-apocalyptique, et il n'y a plus que ce signal qui nous renvoie au steampunk avec son bijou qui est une dent crantée. Donc on voit que l'esthétique est extrêmement mobile, très, très joueuse. Ici, au contraire, on est dans l'excès. Donc avec cette pose à la Eric von Stroheim, c'est extrêmement rigolo. Mais vous voyez là tous ces éléments qui sont... On est dans le n'importe quoi visuel. On est plus dans un pur dessin graphique. Vous parliez de manga tout à l'heure. Là, je suis presque dans un dessin de bande dessinée. Mais qui joue sur tous les codes possibles et imaginables. Alors là, on peut y voir l'aventurière, l'agent secret, la méchante. Donc on comprend pourquoi la série a eu autant de succès au niveau des éditeurs à travers le monde, parce qu'on peut très bien coller ça sur un roman d'aventure sans aucun souci. Là en France, ce sont les éditions Bragelonne qui se sont servis de cette série de photos. En faisant des recherches, on peut trouver des variantes qui sont un petit peu plus, à mon goût, plus intéressantes. Donc là, ce sont des photos de particuliers.
encore une fois, si vous ne regardez que son corps, je suis dans un costume historique et il n'y a plus que le chapeau qui est là pour signifier le steampunk. Donc le dosage devient totalement différent. Ici, le rapport est intéressant parce qu'ils ont voulu représenter l'homme et la machine dans une dimension extrêmement, extrêmement ludique. Cette image de femme forte, c'est une image très contemporaine. C'est une image qui n'existait absolument pas au XIXe siècle. Ou alors il fallait qu'elle soit méchante. C'est Irène Adler dans Sherlock Holmes. C'est une femme forte, mais elle sort du récit à la fin. Donc l'esthétique steampunk, vous voyez, n'est pas codifiée. Je peux faire quelque chose d'extrêmement léger, subtil, discret, ou je peux aller dans quelque chose de beaucoup plus agressif, ludique, et allant cette fois vers le jeu vidéo. La limite, c'est l'imaginaire. Donc, le motif du bras mécanique, le motif des lunettes de protection, et on a quelqu'un qui s'imagine un personnage d'aventurier mi-homme, mi-machine au XIXe siècle. Ou cette jeune dame qui lui a fait un costume basé sur le thème du montre et de l'horloge, avec ici un cadran qui nous permet de voir l'intérieur de son corps. Donc quelque chose qui est toujours surprenant, festif, et qui se propose de faire des jeux avec nos représentations du passé. La bande dessinée Lady Nikanika, ça porte bien son nom, présente cette jeune fille. Et si je fais le lien avec cette carte postale de la fin du XIXe siècle, qui était distribuée pour les amateurs de cette actrice, je peux voir quantité de points communs et de différences. La première différence la plus flagrante, c'est que, oui, l'imaginaire de la femme tel que Benitez la représente n'a plus rien à voir avec l'imaginaire de la femme au XIXe. Je suis bien dans un mouvement de retour vers le passé, et les codes graphiques féminins qu'il exploite pour vendre sa bande dessinée n'ont rien à voir avec les codes féminins de l'époque. Mais on peut voir que quand on voulait, au XIXe siècle, représenter une femme, une héroïne, donc ici c'est un costume de Madame Loyal, je suis dans une part de dérision, une part d'humour qui, ma foi, n'existe quasiment pas dans ce genre de couverture, qui, si je peux apprécier la finesse du détail et la précision du trait, je trouve que ici nous sommes dans les limites de la caricature de représentation d'une image steampunk. Quand nous avons travaillé sur le livre France Steampunk, le but était de faire un roman illustré de photos. Donc la première des solutions que l'on a trouvées, ça a été de faire un récit à la première personne qui nous permettait d'évacuer la question du narrateur qui aurait été obligé de faire des descriptions. Si on a des photos, on n'a pas besoin de faire de description. Et on a demandé à une centaine de modèles de poser pour nous à travers la France. Donc là, une photo issue d'une session de photos en Bretagne. Donc on leur avait demandé non pas de faire du steampunk comme Cato le fait, parce qu'on ne trouvait pas ça intéressant, pourquoi répéter ce que quelqu'un fait d'autre, mais d'imaginer leur version du steampunk breton. Donc, c'était à base d'alcool, c'est ce qu'ils nous ont dit.
et donc de naufrageurs bretons. Vous remarquerez que, pour certains, ils sont dans un costume qui est totalement historique. Ils s'habillent juste en marin breton, toute fin du XIXe siècle. Le signal de déviance et d'éléments de science-fiction ne va apparaître que dans une série de petits détails sur la photo. C'est pour cela que, pour certains modèles, ils n'ont quasiment pas d'accessoires. On voulait que le steampunk que l'on puisse proposer soit un peu à rebours de la tendance actuelle qui va dans la surcharge, la volonté d'en mettre toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et pourtant, quand on en met le moins possible, on peut arriver à ce climat d'étrangeté. Donc là, c'était dans les calanques marseillaises, d'avoir à la fois, on retrouve dans Gogol, des personnages qui prennent le thé juste avant la fin du monde, mais qui sont là pour explorer d'autres dimensions. Pour les Marseillais, on voulait qu'ils aillent vers une ambiance orientale, et non plus un steampunk qui serait anglais, anglo-saxon, ou un steampunk francophone. Ça, on l'avait fait dans les autres villes. Et eux, on leur avait dit, regardez du côté de la Méditerranée. Donc, aller sur des dimensions, c'est pour ça que là, on est une espèce de colon britannique, vu que l'action est censée se passer du côté de Gibraltar. L'idée dans le livre, c'était d'accueillir aussi toute forme d'imaginaire. Donc là, c'est un costume de toute beauté, mais qui est totalement fou dans sa construction, vu que le hublot révèle un tatouage qu'elle a véritablement dans le dos. Donc tout le costume est construit en réalité autour du tatouage que porte cette demoiselle, ce qui fait quelque chose d'assez impressionnant. Rassurez-vous, elle portait le tatouage avant, elle ne s'est pas tatouée pour le livre. Donc là, c'était à Lyon, ou encore du côté de Toulouse, la volonté, simplement par la force du décor, de pouvoir aller et suggérer un univers industriel qui ne soit pas forcément quelque chose que l'on montre ou que l'on voit ailleurs. Toujours cette idée-là. Il n'est pas nécessaire d'en faire trop pour en dire beaucoup. Pour démontrer cela, quelque chose qui a beaucoup de succès, c'est tout ce qui est l'univers des accessoires steampunk. Que ce soit des petits objets comme celui-ci, où nous avons des éléments de tuyauterie. Là, c'est de la plomberie qui sont récupérés, détournés, réutilisés, réinventés pour faire ce petit Yellow Submarine. Nous avons un hommage sympathique aux Beatles, ça fera un joli fond d'écran. Quelque chose là qui est aussi extrêmement délicieux, ce sont tous ces petits bijoux, ce sont vraiment des tout petites miniatures, donc des reconstructions. Tout à l'heure, je vous montrais un clavier, là c'est la clé USB. Mais une clé USB, si on fait attention, vous voyez qu'elle est en bois, gravée. En un mot, c'est un crime de s'en servir tellement elle est délicate. On est ici dans la miniature, dans l'artisanat, ce sont que des pièces uniques. Qui sont à chaque fois, donc ici, réutilisation d'un mécanisme de montre, ici une bague qui a figé dans la résine un autre mécanisme de montre, qui sont là pour poétiser toute une science, tout un matériau. Je trouve ça délicieux. Bon, je ne le mettrai pas, mais je trouve ça délicieux. Parce qu'on voit qu'il y a eu un travail artisanal, qui là nous amène très loin de l'imaginaire victorien, très loin de l'imaginaire rétrofuturiste, mais qui pourtant est totalement rétrofuturiste, parce qu'on se base sur une technologie passée pour créer des choses nouvelles.
D'où l'apparition donc là, de ces armes. Là, c'est une arme créée par l'artiste plasticien Vincent Futuravapeur. Futuravapeur, c'est un pseudo. Donc vous voyez bien, hein, il avait utilisé un sèche-cheveux. Mais quand je vois ça, voilà, moi ça me fait sourire parce que ça me fait penser à toute la science-fiction ancienne. Il y a beaucoup de personnes qui s'amusent de réutiliser les pistolets Nerf. Là, vous voyez les publicités à la télévision, vous savez, qui lancent des petites balles de mousse et qui vont redécorer l'arme tout en gardant l'aspect joué pour en faire quelque chose. La société Weta, donc c'est la société qui est derrière les trucages et effets spéciaux de la série du Seigneur des Anneaux, commercialise énormément de produits dérivés et aussi toute une gamme d'armes steampunk. Donc ce sont toutes des séries limitées et ils sont en train de travailler sur le film. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par les produits dérivés et comme ça s'est vendu de plus en plus et de plus en plus, ils ont fait les bandes dessinées et là ils commencent à développer un projet de film dans cet univers-là qui lui est totalement steampunk déviant. C'est joli quand même. Enfin, c'est peut-être un truc de garçon. Mais quand je vois ça, moi je pense à ça. Donc le Flash Gordon d'Alex Raymond. Donc ça c'est vraiment les bandes dessinées que je lisais petit, mais qui sont des bandes dessinées de 1934. D'accord? Donc c'est retourner vers un imaginaire passé. Exactement ce que dans les années 80 faisait déjà Dave Stevens, quand il inventait les aventures de Rocketeer, où il revisitait tous ces personnages volants qui apparaissaient dans les serials américains des années 50. Donc là, on pourrait durer pendant des heures, parce qu'il suffit de faire une recherche sur Google. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que, voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est que nous sommes dans des objets qui sont manufacturés, qui sont vendus. On est passé dans l'étape supérieure. Il commence à apparaître donc des objets de collection que l'on peut acheter pour les installer dans une vitrine, sur un meuble. J'aurais du mal à mettre ça chez moi, mais je me dis que si c'est mis en vente maintenant, c'est qu'il y a peut-être une demande qui apparaît de plus en plus. Parce que ce qui a popularisé l'esthétique steampunk, c'est le fait qu'elle soit extraordinairement plastique. Tout peut être steampunk. Je suis d'accord avec vous, quand je dis tout peut être steampunk, ça veut dire que n'importe quoi peut être steampunk. C'est mignon, non? Regardez, hein, R2D2 à vapeur. Alors, ce qui est rigolo, d'une part, il y a l'aspect de la blague, puis après, on se dit, mais mince, il a dû bosser pour le faire. D'accord? Parce que bon, il y a des choses qui sont plus légères, hein, parce qu'on peut avoir aussi donc le Star Trek sur rail, on peut avoir le Dalek pour tous les amateurs de Doctor Who. Plus bizarre, Galactica, donc série de bande dessinée, Battlestar Galactica 1880. Donc comme je suis un dangereux complétiste, je l'ai acheté, je l'ai lu, donc je peux vous dire, c'est pas la peine. Donc on est vraiment là un éditeur qui a une licence, Galactica, qui se dit, ben tiens, je vais mettre steampunk dessus et je vais pouvoir vendre du papier. C'est aussi bête et affreux que ce dessin le laisse soupçonner. Mais bon, steampunk, Battlestar Galactica. Là c'est une évidence, Batman steampunk. Mais vous me direz, Batman steampunk existe déjà. Hein, c'est Gotham by Gaslight, qui était une bande dessinée de Batman, assez formidable, qui imaginait Batman à la fin du 19e siècle à Londres. Donc là, Batman qui attaque, on le reconnaît tous, Jack l'Éventreur. Et en voyant cette image, me disant, c'est vrai, ils ont fait un Batman steampunk, mais c'était avant que le steampunk soit à la mode.
Et je me suis dit, est-ce que l'esthétique steampunk est assez forte pour nous proposer des choses inédites? Donc, j'ai pris un personnage, pas n'importe qui. Marie Curie, donc, qui cumule à la fois donc, scientifique, génie, précurseur et femme. Et j'ai cherché. J'ai pas cherché bien loin, parce que je venais juste de lire cette bande dessinée Les fantômes de Neptune, qui vient de paraître. Donc nous sommes, ça c'est le début de la bande dessinée, nous sommes sur Neptune, et nous avons nos cosmonautes. Vous voyez, c'est comme des scaphandriers, sauf qu'ils sont dans l'espace. La science, c'est du n'importe quoi. J'accepte que l'on puisse aller sur Neptune. Et nous avons Marie Curie. Une jeune Marie Curie. Le dessinateur n'a pas choisi de la représenter d'une façon réaliste, mais nous avons notre Marie Curie steampunk. Ça faisait une, ça faisait pas assez. Dans la brigade chimérique, donc la bande dessinée de Serge Lehmann, Colin, Jess, nous avons une autre Marie Curie qui apparaît, avec ce genre de réplique. Hein. Attention, c'est un élément de la séparatrice moléculaire de Grand Aigle, j'en aurai besoin très bientôt. Quand la science-fiction devient n'importe quoi, c'est absolument délicieux. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, la brigade chimérique tente de répondre à la question que nous évoquions tout à l'heure. Pourquoi est-ce que tous les héros de science-fiction français ont disparu après la Première Guerre mondiale? Donc il y a des raisons sociologiques, des raisons historiques, et ici, ils sont en train de proposer une réponse proprement imaginaire. Et j'ai continué mes recherches. En Espagne, j'ai trouvé cette Marie Curie, qui, bien évidemment, porte ses goggles pour faire ses expériences, parce que c'est la première chose que tout le monde fait. Donc, enfin, je n'ai pas remis le titre de la photo, mais c'est bien, c'est Marie Curie. Donc on réinvente le personnage avec cette idée de... Enfin, l'accessoire, je n'ai pas tellement compris le lien entre le compas, donc on va dire une Marie Curie un peu alchimiste. Et il y a, pour être encore plus proche, donc cette Marie Curie-là, hein, qui est prise en photo par Christopher Pérez, qui est en exposition à la librairie des Quatre Chemins actuellement. Donc oui, on peut prendre un personnage comme cela et le traiter de différentes façons de manière steampunk. Donc on peut pousser le raisonnement encore plus loin. Parce que le steampunk, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de tourner autour de ça, c'est la machine. Et qui dit machine va parler de deux choses. La machine gigantesque, d'accord? Là, c'est l'héritage de la science-fiction. Si vous faites un film de science-fiction, vous n'allez pas présenter un vaisseau spatial qui n'est pas une de chevaux. Hein, il faut que votre vaisseau spatial soit une Formule 1. Ou alors, hein, le classique de Tomo, Steam Boy, qui est un classique de l'anime. Ce qui fait que nous avons deux sortes de machines. Hein. D'un côté, on a la machine gigantesque, de l'autre côté, la machine humaine. À gauche, c'est quand même 41e millénaire, c'est pas oui. vraiment la même chose. Non, là c'est pas par rapport à l'univers du jeu, c'est par rapport au visuel. Là, c'est un peu plutôt sur un vaisseau. J'avais besoin d'un gros vaisseau spatial. Ah, ça c'est bon. Parce que je me posais la question, pourquoi la machine? Donc on l'a dit tout à l'heure, oui, le 19e siècle, c'est la naissance de notre modernité industrielle, c'est la révolution industrielle, c'est les débuts de l'industrie de masse, de la diffusion de produits de masse, etc. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est aussi oublier quelque chose, c'est que le steampunk se nourrit de toutes les inventions et de toutes les avancées littéraires, artistiques précédentes. Donc, il y a cet héritage qui est propre à la science-fiction. Donc,
1982, Blade Runner. Le gigantisme. Si je mets cette ville gigantesque de Blade Runner, si je la reprends et que je la colle au 19e siècle, ben ça a été fait. Et donc là, une peinture qui propose de reprendre tout l'univers de Blade Runner, tout l'univers visuel de Blade Runner, et de le projeter donc, en conservant cette ambiance de pluie, cette ambiance de destruction, d'oppression urbaine, mais avec la délicatesse hein, d'une esthétique rétro. Le magazine anglais, qui porte bien son nom, Steampunk Magazine, a un slogan très simple, qui résume beaucoup de choses. Ce qu'ils disent, c'est « Aime la machine, déteste l'usine ». Il y a une réflexion derrière. Oui, une machine, ça peut être beau. Surtout une vieille machine, une belle machine, ça peut être beau. Comme je le dis souvent, j'admire la technologie derrière mon iPhone, mais je ne le trouverai jamais beau. Tandis que si vous prenez une vieille voiture construite à la main, dont chaque boulon a été construit à la main, qui est signé par son constructeur, la machine devient belle, parce qu'elle porte le témoignage d'un travail manuel, elle porte le témoignage d'une construction purement humaine, et non plus la diffusion manufacturée d'un téléphone identique au micron près chez tous ces processeurs. Et cet amour de la machine, eh bien, on ne peut pas n'y penser, enfin voilà, hein, on pense à Miyazaki, on pense au château dans le ciel, on pense au château ambulant. Voilà, une machine peut être belle. Si vous ne l'avez pas vu, ça c'est à voir absolument indispensable. Le fameux la machine des escalations, c'est pas aussi également pour la sorte de séparation de cyberpunk qui est marquée par beaucoup de machines, mais également des usines vides d'humains. Oui, et puis c'est une volonté de provocation, parce que le steampunk n'est pas un mouvement au sens large politisé. Aux États-Unis actuellement, certains essayent de le politiser en le ralliant au mouvement green. Ce n'est pas vraiment les écolos comme chez nous, mais en diffusant une sensibilité on dira, éco-responsable. Mais pour Steampunk Magazine, c'était aussi une volonté d'être punk, vraiment. Parce que si je rejette l'usine, c'est que je rejette le patron, je rejette le système social, je rejette l'asservissement de l'homme. Là, Paris deviendrait presque beau. Ou alors, quand on voit les montages photos de Sam Van Olfen, où il y a tout un effet de collage un peu surréaliste entre cet homme, là, il faut bien voir sur quoi il va tirer. Non, mais c'est caché. Ah oui, c'est donc toujours cette idée séditieuse un peu dans le détournement. Ou alors dans cette petite construction que l'on trouve extrêmement mignonne, mais après on réalise qu'ici il y a un petit fœtus mécanique qui devient un peu menaçant parce qu'on se demande quelle est cette machine bébé à l'intérieur de la machine bébé. Toujours pour continuer. Là je voulais vous montrer, parce que ce sont peut-être des choses que vous ne voyez pas fréquemment. Toujours sur le thème de la machine, des couvertures de romans. Donc là c'est une série de romans à succès, couverture que je trouve personnelle absolument affreuse. Là aussi une série à succès de romans young adult, donc pour grands jeunes lecteurs. Et ici une série de bandes dessinées américaines. Si on fait attention, dans les trois, vous avez la même unité chromatique,
qui va aller ici vers les teintes d'ocre, ici plutôt vers le bleu, mais qui va toujours supposer une forme de menace latente, d'inquiétude résiduelle, qui pourrait pointer à n'importe quel moment. Menace qui se situe toujours, mais là c'est des codes de communication, dans l'arrière-plan des personnages. Quelque chose de terrible est en train de se passer derrière, et nous avons des êtres, nous avons des héros qui sont peut-être prêts à se dresser pour nous. Et justement, la question du héros se pose par exemple dans Ancient City, traduit en français sous le même titre, de Warren Ellis, qui imagine cette cité entièrement composée de vaisseaux écrasés, avec cette humanité qui est en train d'essayer de survivre là. Sauf que tous ces vaisseaux-là, à chaque fois, ce sont des vaisseaux tels qu'on les imaginait dans les années 50. C'est des vaisseaux de science-fiction, de l'âge d'or de la science-fiction. Donc il imagine la ville cimetière où toutes les choses sont en train de mourir petit à petit. Donc toute une mise en abîme de l'imaginaire. C'est plutôt le ghetto de tous les personnages des années 30, de X enfants, de Flash Gordon. Mais avec l'idée que, est-ce que... c'est après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est vraiment un ghetto où tout le monde sont tous groupés là. Mais comment en sortir? Mais comment en sortir? Voilà, c'est tout le propos de la bande dessinée. C'est pas vraiment le propos, c'est vraiment un ghetto, les humanité dans le pays touché pour éviter derrière. Oui. Ce que vivent les gens qui sont mieux et qui découvrent la vérité. Voilà. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de suite. On est vraiment face. Il faut attendre. Peut-être un jour. Il y a tellement tiré dans le numéro. Tant qu'on était sur les couvertures, je me suis dit qu'il serait intéressant de voir une nouveauté toute nouvelle, parce que le livre est sorti la semaine dernière. Donc, Feuillet de cuivre, de Fabien Clavel, dont le titre est explicitement steampunk. Et ce qui peut être intéressant, c'est donc, là on est dans quelque chose de contemporain. Le livre, alors la photo ne lui rend pas hommage, en réalité c'est une impression en relief, avec tout ici, vous avez vraiment un vernis cuivré. Donc vous avez un reflet vraiment métallique quand vous tenez le livre, qui est, paraît-il, très très bien, et que la préface est, semble-t-il, de très grande tenue. C'est moi qui l'ai écrit. Excusez-moi, c'était une blague ici. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est voir comment est-ce que l'auteur, enfin comment est-ce que l'éditeur communique pour diffuser son livre, en refusant ostensiblement de faire une photo ou un dessin sur la couverture. Si vous voyez l'immense majorité de la production, vous allez avoir une photo, vous allez avoir un dessin sur la couverture. Ici, nous avons une couverture quasi exclusivement graphique, si ce n'est que nous avons des éléments ici un peu mécaniques, semble-t-il à base de tentacules ou de créatures issues des profondeurs. Ce qui est intéressant, c'est que l'éditeur n'a pas cherché à reproduire le visuel, maintenant qui a quand même été repris un peu à l'excès, des éditions Hetzel, des premiers Jules Verne. Vous savez, c'est une couverture rouge, etc. Donc motif qui a été repris, mais tellement repris qu'il n'a plus aucun sens, et qu'il essaye ici de partir vers une direction un peu originale, notamment en faisant une couverture vieillie. Comme si le papier avait pris l'humidité et qu'il y avait dans que le livre que vous achetez n'était pas neuf. Donc c'est faire de l'ancien avec du neuf, et je trouve que l'idée est assez belle. Une dernière chose que je voulais dire également, c'est la série de bande dessinée Clockwerks, qui présente une solution intéressante dans les liens entre l'homme et la machine. L'homme qui se place à l'intérieur de la machine, comme dans l'univers manga,
mais en le reprojetant dans cet univers rétrofuturiste fait de rouages et d'acier. Si vous faites attention, le dessinateur a bien représenté un métal qui a été martelé, fatigué, travaillé. Une dernière chose, ça date du mois dernier. Cette montre est commercialisée. Je le sais, j'ai un ami qui l'a acheté. Donc c'est un... Et ça s'allume vraiment. Mais j'ai été raisonnable. Donc c'est la montre Tesla, où voilà, on fait du steampunk horloger. J'ai trouvé l'idée absolument géniale. Pour terminer, l'homme et la machine. Parce qu'il ne faut pas oublier le problème du cyborg, fusion de l'homme et de la machine. Ici, le logo du transhumanisme. Vous savez, ce mouvement qui envisage l'homme augmenté. L'homme augmenté par l'ajout de prothèses ou de dispositifs technologiques divers. Alors l'idée n'est pas nouvelle, encore une fois. Métropolis, c'est la... De toute façon, quoi qu'on fasse, on tombe toujours tôt ou tard sur Métropolis. Présentait déjà ce personnage de la femme machine, qui elle venait déjà de Villiers de l'Isle-Adam. Je vous renvoie à l'ère future et son androïde. Donc là, quelques images, mais parce que ce qui est intéressant, c'est de voir la reprise des motifs. Le bras mécanique, l'œil mécanique, qui lui est un motif qui revient extraordinairement régulièrement. Ou si je devais regarder une série télévisée, 2 épisodes différents de Doctor Who, où là vous avez une machine qui a une apparence d'être humain au XIXe siècle, et là au XIXe siècle aussi, un être humain qui est devenu une machine. Donc toutes les problématiques du cyborg, telles qu'elles ont pu être explorées dans la science-fiction, de l'homme qui valait 3 milliards à Terminator, c'est toujours des hommes-machines, sont présentes. À tel point que nous avons cette collection, et je rêverais que ce soit traduit en France. Nous avons Edgar Allan Poe, Mary Shelley et H.G. Wells, ce sont les livres, les textes originaux. Sauf que toutes les illustrations sont steampunk. Et il se produit un effet de contamination quand on lit le livre, parce que petit à petit, l'univers qu'on imagine, même si on relit encore Frankenstein, les illustrations vont nous amener vers une esthétique steampunk. Ce qui fait que le roman de Mary Shelley devient quelque chose d'un peu différent, par la connexion qui s'opère entre le choix des images, qui fonctionne vraiment très très bien avec Frankenstein, très bien avec le H.G. Wells. Pour Edgar Allan Poe, c'est un peu moins pertinent à mon goût. Mais cela montre que l'esthétique steampunk fonctionne et se libère de tout. Pour conclure rapidement, oui, le steampunk est partout. Surtout, maintenant qu'on en a parlé pendant 1 heure, vous allez en voir partout. Ça ne veut pas dire qu'il a gagné. Ça ne veut pas dire que nous avons gagné. La production est loin d'être grande. En France, on va avoir moins d'une dizaine de titres, romans, bandes dessinées, musique, qui paraissent chaque année. Voilà, en termes de représentativité, c'est ridicule. Mais le steampunk est devenu visible, au sens où il devient de plus en plus facilement reconnaissable, on en repère de plus en plus facilement les codes, on en comprend de mieux en mieux le fonctionnement. Ce qui fait que le steampunk peut survivre, ça va être le requin. Le requin est un animal qui meurt à l'instant où il cesse de nager. Donc il est condamné à nager en permanence. Steampunk, justement, sur l'euphorie, il n'y a pas aussi cette, j'ai l'impression, cette envie en ce moment plutôt d'art rétro,
arriver, proposer des produits technologiques qui sont plus rétro, et c'est ça qui fait que ça aide à marcher. Je pense que aussi le steampunk a bénéficié du fait que nous sommes un peu dans une palme de l'imaginaire. Alors, je dis ça en prenant toutes les précautions de rigueur, au sens où les littératures de l'imaginaire ne nous ont pas proposé quelque chose de nouveau depuis longtemps. On nous a proposé le retour du vampire, maintenant on est dans le retour du zombie, il y a eu le retour de la fantasy, mais ce sont des retours. Le steampunk est un peu l'étape suivante, parce qu'on ne refait pas un nouveau Dracula, on ne refait pas une adaptation du Seigneur des Anneaux, mais on essaye d'imaginer des choses absolument nouvelles, en revenant aux sources de notre imaginaire. Donc ça peut être une manière de relancer la machine. Mais l'imaginaire de la science-fiction n'attire plus. Les ventes de science-fiction s'écroulent, il n'y a plus que des films de science-fiction et encore. Justement, les science-fiction, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de règles à mettre en place qui sont plus faciles à exposer visuellement dans un film que par écrit. Et aussi, bon, là, je prends un exemple récent, il y a eu récemment son BD qui s'appelle City Hall, qui donc, est très steampunk. Totalement. Et ça a méga cartonne, et peut-être que les personnes qui ont mon âge, qui sont peut-être un peu plus jeunes, d'ici quelques années, qui aussi vont écrire, vont commencer à être influencés par ça et à donner vraiment encore plus de souffle au mouvement. Mais je pense qu'il y a énormément... Je suis venu au steampunk, moi, par la littérature. Voilà. Parce que je suis vieux. Mais je rencontre beaucoup de gens dans des salons, des choses comme ça, qui, eux, ne sont venus au steampunk que par l'image, que par le manga, que par la bande dessinée, qui l'ont découvert avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et qui, justement, font un peu le parcours à rebours de moi. C'est-à-dire qu'eux, ils reviennent constamment sur des œuvres antérieures et ils redécouvrent des choses. Je connais quelqu'un qui se passionne maintenant pour la littérature de la fin du XIXe siècle. Je pense que si, quand il était au collège ou au lycée, on lui avait dit qu'il lirait avec passion des romans du XIXe, il n'aurait jamais cru. Mais le steampunk, par nature, est un mouvement qui appelle à la créativité. Ouais, j'allais justement vous demander, on récupère, c'est certain, les machines, mais on récupère les écrivains de cette époque-là. Apparemment, c'est ce que vous avez fait, ou des personnages célèbres comme Louise Michel. Et justement, je crois que les Français ont un imaginaire bien particulier, puisqu'ils peuvent récupérer leurs écrivains. Bon, il y a bien sûr Jules Verne, qui est connu mondialement, mais... Le steampunk français est beaucoup plus cultivé. Encore une fois, je dis ça avec les réserves de rigueur. Beaucoup plus lettré et éduqué que le steampunk, on va dire, américain. Qui lui est beaucoup plus dans le fashion. Le livre qui a été fait, le très beau volume qui a été fait à propos de Jules Verne, là, il y a un an ou deux, avec Raphaël, etc. C'est un magnifique travail de lettré, puisqu'en fait, on essaie d'imaginer les styles, aussi, il y a un grand travail d'écrivain. Mais c'est aussi une défense du steampunk de se mêler dans des cultures différentes. Actuellement, donc, en Espagne, il y a de la production qui commence à apparaître. En Amérique du Sud, donc au Japon, mais eux, ça faisait longtemps qu'ils en faisaient. En Europe de l'Est, alors c'est des titres qui apparaissent que je suis totalement incapable de lire. Donc, mais il y a des choses qui se font et qui ne sont pas que de l'image. Donc là, il y a tout un travail qui existe et qui est passionnant à suivre. Et ce que j'espère, c'est qu'il y a à chaque fois un travail d'hybridation sur une culture nationale, sans que ce soit exclusif par rapport à d'autres. Mais il est vrai que des histoires de robots zombies sous la reine Victoria, voilà, c'est pas... Par contre, un robot zombie contre les brigades du Tigre, moi, ça me plairait bien. Ou un robot tout court. Mais bon,